Nous sommes dans un cadre africain. On parle de l'AES, Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai qu'ils sont en exil, mais on veut monter un tel mouvement. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas le faire, par exemple, dans un pays africain quand même? Puisque ça a été créé en Belgique, effectivement. À Bruxelles, vous donnez l'occasion au pays de l'AES de dire que justement, ce sont les Occidentaux qui vous poussent. Il y a 46 chefs d'accusation dans chacune de ces lois d'amnistie. Donc, première question à laquelle il faut penser, est-ce qu'un citoyen conscient décide d'apporter son aide à quelqu'un qui fait face à 46 chefs d'accusation? Moi, je pense que la réponse est non. Deuxième chose qu'il faut regarder vis-à-vis de cette question, et qui est beaucoup plus naturelle, nous avons vu des leaders d'opinion, nous avons vu des acteurs politiques de haut niveau qui ont tenté d'apporter leur soutien. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La première personne à avoir dit à Alassane, quand cette transition a vu le jour, qu'il fallait l'accompagner, c'était le Premier ministre Moussa Mara. C'est lui qui a dit que les politiques doivent préparer les élections et qu'il faut mettre en place un gouvernement de technocrates pour que le pays puisse avancer. Aujourd'hui, où se trouve Moussa Mara? Il est en prison. À cause d'un tweet. Nous avons vu le Premier ministre Shogel, Kokala Maïga, qui à un moment était tellement content de ce que cette équipe dirigeante était en train de faire qu'il les a appelés en Bambara, il a dit Moné Bodé, c'est-à-dire les enfants satisfaisants. Aujourd'hui, où se trouve-t-il? Il est en prison. Je me souviens de Ben Le Cerveau, qui disait un jour que nous faisons face à une guerre asymétrique et que Dieu nous a donné un président qui s'appelle Assimi. Que asymétrique, Assimi, voilà, le problème est fini, nous y sommes à terme. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Que même ceux qui ont décidé d'apporter leur aide à ces régimes de transition n'ont pas échappé à la transgression lorsqu'ils ont dit que les choses n'étaient pas en train d'aller sur la bonne voie. Analyse, décryptage, l'info brute, le débat sans tabou. Au-delà des discours, la réalité des faits pour comprendre les enjeux politiques. Cheikh Oumar Doumbia, vous êtes aussi une voix opposée aux régimes militaires qui sont en place dans l'espace sahélien aujourd'hui. Voilà une nouvelle mouvance, un nouveau mouvement qui naît, l'Alliance des démocrates pour le Sahel. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, déjà, je trouve qu'il est important, voire impératif, que des fils de ces pays-là, qui comprennent les enjeux auxquels nous faisons face et qui comprennent les difficultés auxquelles nos populations sont confrontées, décident d'agir de concert pour apporter des solutions. Et en se disant que le premier pas vers toute forme de solution, c'est de réussir à accomplir le retour à l'ordre constitutionnel. Le retour à l'ordre constitutionnel, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, Mali Konaté en parle, vous aussi vous en parlez. Donc ça veut dire que demain, si le président, par exemple, au Mali de transition, Assimi Goïta, organise des élections et qu'il est porté à la tête du pays durablement, à travers donc le vote, ça veut dire qu'on est retourné à l'ordre constitutionnel, Cheikh Oumar Doumbia. Et donc, il n'y a pas de problème. Absolument pas. Pourquoi? Première des choses, il faut tenir compte des législations. Au début de cette transition, et pour un pays comme le Mali qui n'est pas à sa première transition, la nature des transitions veut très souvent que celui qui conduit la transition ne se transforme pas en candidat pour pouvoir reprendre le pouvoir. C'est parce que l'expérience nous montre en tout cas. Si, chez nous, c'est ça. Au Mali, très bien. Oui, ATT a conduit une transition et a cédé la place au président Alpha Oumar Konaré. Sanogo a fait un coup d'État, a cédé la place pendant le reste de la transition au président de transition John Kounda. Et ce président a cédé la place à Ibeka. Donc chez nous, et dans les deux cas, ces deux-là n'ont pas été candidats. Donc chez nous, à part le président Moussa Traoré qui peut être considéré comme une exception, personne ne s'est éternisé après une transition. Donc pour nous, et c'est cet engagement qui a été pris au départ de la transition, qui a été inscrit dans la charte de la transition, que ceux qui participent à la gestion de la transition ne puissent pas être candidats. À un moment donné, peut-être que le pouvoir a plu, parce que bon, on sait que le pouvoir plaît à beaucoup de gens, et les gens ont décidé à un moment donné que bon, il faut changer les textes et se donner une possibilité de se faire élire. Mais pourquoi est-ce que c'est important d'ailleurs de regarder cette possibilité de donner un renouveau, parce que c'est un renouveau par une nouvelle administration, par de nouvelles personnes. Alassane, nous venons de vivre 6 ans de cette transition. 6 années, c'est plus qu'un mandat légal en République du Mali. Et ça donne le temps à nous qui sommes citoyens d'observer la façon dont le pays est conduit et d'en tirer une certaine leçon. Donc quand nous regardons la façon dont ce pays est conduit, première des choses, les difficultés que nous avons avec les pays avec qui nous partageons des frontières, ces difficultés sont de nature à renforcer la crise sécuritaire. À l'intérieur du pays, la division qui s'est installée et qui a été d'ailleurs instrumentalisée par certains dirigeants politiques entre les citoyens est de nature à renforcer davantage les rangs des groupes
armées terroristes. Donc, nous avons vécu 6 ans, et parmi ces 6 ans, nous avons découvert de nouveaux fléaux en termes de manque, notamment au niveau des secteurs comme l'énergie, au niveau des secteurs comme les hydrocarbures ou l'eau. C'est des problématiques qui n'existaient pas. En 6 ans, nous avons vu les groupes armés terroristes se rendre beaucoup plus présents dans une région comme Kayes, se rendre beaucoup plus présents dans une région comme Ségou, dans une région comme Sikasso. C'est des défis que nous n'avions pas. Donc, il est naturel de considérer que non seulement cette équipe a violé ses promesses en durant si longtemps, mais aussi que pendant le fait qu'ils étaient en train de diriger le pouvoir, on peut constater qu'il y a eu énormément de difficultés qui se sont créées. Est-ce que la jeunesse malienne hors du pays, comme on le voit, et la jeunesse sahélienne de façon générale hors du pays, comme on le voit, s'organiser à travers l'ADS par exemple, ne serait pas un peu plus crédible si elle proposait des solutions au régime de transition dans ces différents pays pour une sortie de crise, pour l'amélioration des conditions de vie, pour la fin de la menace sécuritaire, plutôt que de souhaiter leur départ? Alors, la première... Et surtout de leur opposer les critiques virulentes. D'accord. Moi, j'entends très souvent cette question et je suis heureux que vous me la posiez parce qu'il faut comprendre un certain nombre d'éléments. Le premier élément, Alassane, est-ce que si quelqu'un tue quelqu'un, vous serez en mesure de dire à qui que ce soit d'aider quelqu'un qui aurait commis un meurtre? Personne ne ferait ça. Alassane, notre Constitution dit clairement qu'un coup d'État est un crime imprescriptible contre la nation malienne. Alors, déjà, à partir de ce moment, on constate que même on peut trouver les lois d'amnistie, il y en a eu 2 pour les événements contre Ibeka et les événements contre Bandao. Et dans ces lois d'amnistie, les dirigeants actuels veulent se faire amnistier pour un certain nombre de faits dans lesquels vous pouvez trouver des éléments comme rébellion, comme désobéissance à l'autorité légitime, comme tout. Il y a 46 chefs d'accusation dans chacune de ces lois d'amnistie. Donc, première question à laquelle il faut penser, est-ce qu'un citoyen conscient décide d'apporter son aide à quelqu'un qui fait face à 46 chefs d'accusation? Moi, je pense que la réponse est non. Deuxième chose qu'il faut regarder vis-à-vis de cette question et qui est beaucoup plus naturelle, nous avons vu des leaders d'opinion, nous avons vu des acteurs politiques de haut niveau qui ont tenté d'apporter leur soutien. Qu'est-ce qui leur est arrivé? La première personne à avoir dit à Alassane, quand cette transition a vu le jour, qu'il fallait l'accompagner, c'était le Premier ministre Moussa Mara. C'est lui qui a dit que les politiques doivent préparer les élections et qu'il faut mettre en place un gouvernement de technocrates pour que le pays puisse avancer. Aujourd'hui, où se trouve Moussa Mara? Il est en prison. À cause d'un tweet. Nous avons vu le Premier ministre Shogel, Kokala Maïga, qui à un moment était tellement content de ce que cette équipe dirigeante était en train de faire qu'il les a appelés en Bambara, il a dit Moné Bodé, c'est-à-dire les enfants satisfaisants. Aujourd'hui, où se trouve-t-il? Il est en prison. Je me souviens de Ben Le Cerveau qui disait un jour que nous faisons face à une guerre asymétrique et que Dieu nous a donné un président qui s'appelle Assimi. Que asymétrique, Assimi, voilà, le problème est fini, nous y sommes à terme. Où se trouve-t-il aujourd'hui? Que même ceux qui ont décidé d'apporter leur aide à ces régimes de transition n'ont pas échappé à la transgression lorsqu'ils ont dit que les choses n'étaient pas en train d'aller sur la bonne voie. Donc quelqu'un qu'on ne peut pas conseiller, à qui l'on ne peut pas dire « attention, tu es en train de te tromper », que pouvons-nous faire pour cette personne, Alassane? Ah, c'est bon, Josias? Moi, j'ai l'impression que tout est en train de partir en ruine. Parce que déjà, quand on dit ADS, c'est une solution qu'on va apporter à ceux-là qui dirigent actuellement les pays du Sahel. Mais on se rend compte que l'autre solution, c'est ce que vous avez évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut soutenir les régimes qui sont déjà en place? Les réalités ont été décrites par Cheikh Oumar. On a l'impression que cette solution ne pourra pas marcher, c'est-à-dire les soutenir. Mais on se rend également compte que mettre en place ADS ou ce genre de mouvement, on est d'accord pour dire que c'est déjà un bon pas. Mais est-ce que ça pourra aboutir? Ça, c'est encore un autre truc. Aboutir à quoi? Aboutir à atteindre l'objectif, c'est-à-dire revenir à l'ordre constitutionnel, organiser les élections, c'est-à-dire remettre le pays comme il était avant qu'on ait, par exemple, les mouvements de transition et à côté développer le pays et combattre contre le terrorisme. Mais ça revient à une sorte de chaîne que je vais essayer de décrire rapidement. On a par exemple les terroristes, on a les mouvements ou les dirigeants qui sont ceux-là de la transition, et puis on a ce genre de mouvements-là comme ADS. Et, les dirigeants, ils combattent par exemple les terroristes, et les mouvements comme ADS, ils combattent les dirigeants. Et ça recrée aussi encore quelque chose qui va continuer, qui va créer la pérennité. En ce sens où, en même temps que ceux-là, c'est-à-dire les dirigeants, sont en train de se battre ici, ils seront encore combattus par d'autres personnes. Ce qui rend encore moins efficace ou moins fort l'effort ou l'effet qu'ils peuvent avoir en combattant les terroristes. Si on parle de revenir à l'ordre constitutionnel, c'est totalement normal. C'est ce qu'un pays qui a connu ou qui connaît un coup d'État doit réclamer, revenir à l'ordre constitutionnel. Mais est-ce que lorsqu'on est en guerre, surtout un degré de guerre, comme l'invasion, parce qu'aujourd'hui, l'objectif des terroristes, c'est clair, c'est de conquérir les territoires dans lesquels ils se trouvent. Donc,
prendre ce pays-là ou ces pays-là et les diriger. On parle d'invasion. Est-ce qu'à ce niveau-là, lorsqu'on est en face d'une invasion, on doit encore penser à l'état de démocratie? Généralement, dans les grands pays ou dans les pays, lorsqu'on est en guerre, surtout invasion, l'un des exemples les plus intéressants, c'est la France. On se rend compte que l'idée de qui dirige le pays ou pas, ce n'est plus important. Ce qui nous intéresse, c'est comment on va faire pour repousser la menace. Est-ce qu'aujourd'hui, on a tenté, par exemple, avec des premiers ministres, etc., qui ont essayé de conseiller, qui ont essayé de donner des idées pour qu'on puisse améliorer la situation. Et qui sont en prison. Est-ce qu'on ne peut pas penser à une autre méthode? Au-delà de vouloir demander l'ordre constitutionnel, demander la démocratie, est-ce qu'il n'est pas encore temps où on ne peut pas encore penser à une autre méthode? Ce n'est pas nécessairement conseiller les dirigeants qu'on a, mais essayer de les pousser à faire certains choix. ADS, on est d'accord, ça sera un mouvement en plus pour aller vers ce qu'on cherche tous, le retour à l'ordre constitutionnel. Mais c'est évident, c'est sûr, c'est certain. On est en Afrique, on se connaît, que l'objectif qui est de revenir à l'ordre constitutionnel ne sera pas atteint. Est-ce qu'il ne faut pas repenser? Parce que il y a une chose qu'on nous apprend généralement aussi en sciences politiques, c'est que généralement, lorsqu'on a un événement ou une action politique, c'est qu'elle n'arrive pas au hasard. Généralement, elle est déjà prévue, on a déjà calculé ce qu'on va faire, comment est-ce qu'on va faire et qu'est-ce qui pourrait arriver. Donc si on a lancé ADS par exemple, j'estime que ceux qui ont lancé ce mouvement-là sont très conscients de ce dans quoi ils sont. Donc ils ont déjà prévu, ou ils ont déjà estimé ce qui peut arriver. On est d'accord pour dire qu'ils se sont dit que ça sera compliqué, ils vont essayer de détourner ou passer par ici pour atteindre leur objectif. Mais ceux également qui dirigent les pays qui sont l'AES, donc Mali, Niger et Burkina Faso, sont des gens aussi qui sont déjà prêts et qui sont, on peut le dire si vous me permettez l'expression, très dangereux, surtout face à ceux-là qui les défient à l'image de ADS. Donc on est en face d'une situation où, contrairement à l'idée de ramener l'ordre constitutionnel, ça sera encore créé une sorte de bagarre, de palabre entre les Maliens, entre les Burkinabés, entre les Nigériens, et qui ne va pas apporter la solution. Moi, je pense, ou je suis de ceux-là qui pensent qu'il faut penser à une autre solution, mais soutenir ce qui est en train de se passer. Pas forcément être d'accord avec le régime en place, mais se battre pour que ce qui est en train de se passer, l'invasion du pays ou des pays, ne puisse pas se réaliser. Très bien. Alors justement, Malick Konaté, vous venez d'entendre Simon Josias, quelle est votre réaction? Moi, je pense que ce qu'il dit, nous ne sommes pas là pour combattre les autorités. On ne combat pas les autorités, mais on combat un système qui est là aujourd'hui. Donc, nous faisons face à des gens qui ne veulent pas donner la parole au peuple. Quand on regarde, Cheikh Oumar, il a fait quand même le résumé de ce qui se passe au Mali. Mais quand on regarde le Burkina Faso, tout récemment, même un soutien, il est sorti, il a quand même dénoncé une décision des gouvernements. Et à la suite, vous connaissez déjà, sa place a été où aujourd'hui? C'est au cimetière. Quand on regarde au Niger, un soutien, un activiste aussi, il a fait un tweet. Et lorsqu'il a fait ce tweet-là, il a été convoqué. Et c'est pareil aussi au Mali. Il y a des milliers de personnes aujourd'hui qui sont enlevées, séquestrées quelque part. Peut-être qu'ils ne sont pas connus, peut-être qu'ils ne sont pas influents, peut-être qu'on ne sait pas qui ils sont. Mais Cheikh Oumar, il a cité certains d'entre eux aujourd'hui. L'ancien Premier ministre, les deux anciens Premiers ministres, des activistes. Donc nous n'allons pas combattre les autorités, mais nous allons combattre un système. Parce qu'aujourd'hui, le peuple a besoin d'un souffle. Aujourd'hui, le peuple sahélien ne peut pas s'exprimer. Raison pour laquelle nous sommes à l'extérieur, c'est pour apporter cet espoir-là à ces peuples-là. Comment est-ce que vous apportez cet espoir, Malick Konaté? Vous n'êtes que 30, hein. D'ailleurs, les chiffres disent que vous êtes 30 personnes au cœur de l'ADS. Vous êtes combien alors? Peut-être que nous sommes les dirigeants qui sont au nombre de 30, mais nous sommes des milliers de personnes aujourd'hui. Des gens que nous ont envoyés, qui ont quand même rempli le formulaire sur notre site. Des gens qui nous appellent tous les jours, matin, midi et soir, pour dire que notre espoir aujourd'hui, c'est sur vous. Parce qu'à l'intérieur, nous ne pouvons pas s'exprimer. Sur les plateaux, regardez, les plateaux sont vides aujourd'hui. Qu'est-ce que nous voyons? Vive Assimi, vive Ibé, vive Tchani. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans le pays de l'AIS. Donc nous sommes qui sont à l'extérieur. Nous avons cette chante-là pour porter cette voix-là. Nous allons toujours continuer. Ceux qui sont à l'intérieur vont toujours compter. C'est pour cela que dans mes prises de parole premières, j'avais dit que les gens allons continuer toujours à faire des sensibilisations dans les grains, dans les marchés, dans les transports en commun, de bouche à l'oreille, pour quand même sensibiliser les gens à davantage. Quand on regarde la situation, qu'est-ce que nous pouvons faire pour apporter? C'est pour cela que j'ai parlé de l'autre aspect. Aujourd'hui, à Bamako, les gens n'ont pas d'électricité. Peut-être que le sujet n'est pas à ce niveau, mais les gens n'ont pas d'électricité. La solution a été proposée au gouvernement. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Qu'est-ce que le gouvernement a dit? Nous n'allons pas négocier avec les pays voisins. Et nous voulons négocier avec les pays voisins pour que le peuple puisse avoir l'électricité et pouvoir travailler. Combien d'entreprises aujourd'hui sont fermées à cause de cela? Donc nous allons toujours continuer. Donc pour dire que nous n'allons pas combattre le système. Nous n'allons pas combattre les autorités, mais quand même le système qui est là, le système de gouvernance. Nous nous attaquons au système de gouvernance parce qu'ils sont incapables de résoudre le problème des pays de l'AIS. Comment est-ce que vous allez arriver, Malick Konaté? Comment est-ce que finalement vous allez arriver? En fait, aujourd'hui, la question qui se pose, c'est de l'efficacité de votre démarche, puisque vous êtes majoritairement en exil. Vos soutiens que vous dites dans les pays de l'Alliance des États du Sahel, concrètement, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? C'est un appel à la révolte que vous lancez. Qu'est-ce que vous dites concrètement? Quelles sont les solutions que vous proposez pour ce retour à l'ordre constitutionnel? Les solutions, c'est simple, c'est très simple.
Par exemple, aujourd'hui, ces gens-là n'ont pas de solution. À chaque fois qu'on entend les micros, ils disent quoi? C'est tel pays voisin, c'est tel pays occidental, c'est tel pays qui sont contre nous, parce qu'ils n'ont pas de solution. Nous voulons qu'un homme, c'est-à-dire un civil, qui se présente au peuple pour dire que nous avons des solutions pour le peuple. C'est au candidat de proposer des solutions aux problèmes auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. Maintenant, ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, à l'intérieur du pays, que les gens s'organisent en faisant des sensibilisations, comme je l'ai, au quartier, au village, pour que nous puissions se faire entendre. Parce que le pouvoir appartient au peuple. Et c'est au peuple aussi de restaurer son pouvoir, de faire en sorte que ceux qui nous gouvernent aujourd'hui nous écoutent. Et ceux qui nous gouvernent aujourd'hui n'écoutent personne. Ils écoutent que des armes. La population civile a les armes pointées sur le dos et on a une justice en face qui légalise tout cela. Et ce que nous voulons, c'est qu'aujourd'hui, qu'on donne la latitude au peuple de choisir un dirigeant qui peut apporter une solution. Et ce dirigeant aussi, il ne va pas être choisi par le peuple au hasard. Parce que ce dirigeant, il va faire des propositions de solutions, des propositions de sortie de crise. Et c'est à travers cela que le peuple va choisir. Comme je l'ai dit, en Côte d'Ivoire, on a vu, aujourd'hui tout le monde parle de la Côte d'Ivoire. Quand Alassane Dramane Ouattara a été élu, la Côte d'Ivoire, la situation était beaucoup plus pire que la situation du Sahel aujourd'hui. Parce qu'il avait des propositions, il avait des solutions aux problèmes auxquels la Côte d'Ivoire était confrontée. Donc, nous voulons la même chose, qu'il y ait des gens capables qui peuvent quand même gouverner nos pays pour nous faire sortir de cette situation-là. Gaël Lakpa. Je souris parce que la situation, quand je la regarde, j'ai l'impression qu'on est dans un cul-de-sac. Parce que qui est le plus grand bénéficiaire de tout ce qui se passe? Et on fait tout cela pour qui? Pour le peuple. Pour le peuple malien, pour le peuple nigérien, pour le peuple burkinabé. Mais aujourd'hui, ce peuple-là est devant une situation où on parle on met plus en avant la situation sécuritaire, notamment avec la question des terroristes. À côté de cela, il y a les questions sociales. Et pour régler ces problèmes-là, il faut un système à la tête qui doit être efficace. Moi, je trouve que ceux qui ont fait les coups d'État aujourd'hui, qui se sont installés, quand ils sont venus, ils ont eu un discours. Ils ont dit qu'ils sont là pour régler le problème. Mais régler le problème dans quel laps de temps? Au départ, c'était des histoires de 6 mois, 1 an, 18 mois, et puis aujourd'hui, il y en a qui sont jusqu'à 6 ans. Mais à quel moment on les évalue? On ne dit pas qu'il ne fallait pas être là. La CEDEAO a essayé, mais ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Mais devant la situation, quel est le bilan aujourd'hui? Mais ils ne s'en sortent pas. Ça ne va pas dans ces pays-là. Et quand on le dit, ce n'est pas être forcément partisan ou bien anti-AES. Mais qu'est-ce que vous avez comme données qui vous confirment ou qui vous confortent dans cette position? Cheikh Doumbia a donné beaucoup d'éléments ici. On suit tous les réseaux sociaux, la télé, on voit ce qui se passe dans ces pays-là. Question de carburant tout le temps, il n'y a pas de l'eau, il n'y a pas d'électricité, tout le temps les attaques. Les chiffres ne font qu'augmenter. C'est comme on appelle, c'est une réalité qui est concrète, que les peuples vivent. Maintenant, ceux-là, on ne peut pas juger, on ne peut pas, on est dans une situation où on ne peut pas évaluer le travail depuis qu'ils sont là. C'est difficile. On a une autre école qui est à côté, qui dit non, que nous, on souhaite qu'on revienne à l'ordre constitutionnel. Parce que quand on revient à l'ordre constitutionnel, on est dans la démocratie, où justement, quand quelqu'un a dirigé, le peuple, à un moment souverain, a la possibilité de venir maintenant évaluer le travail que vous avez fait pendant 3 mois, pendant 2 ans, pendant 6 ans. Ça se passe dans les unes. Comment on y arrive? Mais ce sont les élections, justement. Quand on décide de rétablir l'ordre constitutionnel, on vient aux élections, et puis c'est maintenant que le peuple avait exercé son pouvoir souverain de venir vous juger dans l'une. C'est ce que ça veut dire la démocratie. Vous dites que vous dirigez bien, vous dites que vous êtes là pour apporter les solutions, mais vous ne pouvez pas être là de façon indéterminée. Il y a un moment où le peuple doit s'exprimer. Actuellement, là, dites-moi, ici, sur ce plateau, si je peux le dire, ou bien pour ceux qui veulent bien pour la critique, comment on fait pour évaluer ceux qui sont là aujourd'hui? Il n'y a aucun moyen. On dit seulement que c'est la situation sécuritaire, on est en crise. Joseph a parlé de situation d'invasion. Mais vous êtes là aussi, il faut qu'il y ait un temps pour pouvoir savoir que vous avez pu ou bien vous n'avez pas pu. Mais on est dans une affaire où ils sont là ad vitam aeternam, on ne sait pas où ils vont. Et pour ADS qui est né dernièrement, moi je pense qu'ils ont décidé de ne pas abdiquer. C'est vrai qu'aujourd'hui ils sont tous à l'extérieur, mais ils ont décidé de ne pas abandonner leur pays. Et donc, ils veulent susciter l'espoir. La plupart sont dehors, sont des leaders, parce que s'ils sont à l'intérieur, ils connaissent déjà leur sort. Le simple fait de le faire et de pouvoir toujours peser dans le débat, ça donne l'espoir à ceux qui sont à l'intérieur de ces pays-là, qui savent que certainement, ils pourront trouver une solution. La solution, c'est certainement pas tout de suite qu'ils vont la trouver, mais elle pourra venir. Ça donne un peu espoir. Maintenant, pour finir, je me pose bien si je peux poser même la question à notre intervenant. Malik Konaté, allez-y. Malik Konaté, parce que nous sommes dans un cadre africain. On parle de l'AES.
Afrique de l'Ouest. Et c'est vrai qu'ils sont en exil, mais on veut monter un tel mouvement. Est-ce qu'ils ne pouvaient pas le faire, par exemple, dans un pays africain quand même? Puisque ça a été créé en Belgique, effectivement. À Bruxelles, vous donnez l'occasion au pays de l'AES de dire que justement, ce sont les Occidentaux qui vous poussent. Je pense que le siège, le lié de la création du mouvement importe peu pour nous. Parce qu'aujourd'hui, comme vous le savez, quand on regarde, si on avait choisi la Côte d'Ivoire, ils allaient dire que c'est un pays qui veut déstabiliser l'AES. Déjà, la Côte d'Ivoire est pointée du doigt. Et si c'était au Bénin aussi, ils allaient dire la même chose. Si c'était en Guinée, ils allaient dire la même chose pour dire que voilà, la Guinée, on savait qu'ils étaient avec les Occidentaux. Si on avait créé aussi, même au Sénégal, ils allaient dire la même chose. Maintenant, pour nous, le lié, ça apporte peu. C'est-à-dire, c'est l'action que nous allons mener. Toutes les actions que nous allons mener, ce sera centré au Sahel. Et aujourd'hui, notre voix porte aujourd'hui au Sahel, parce que tout ce que nous disons ici, c'est rapporté au Sahel, les gens entendent ce que nous disons, et les gens partagent entièrement ce que nous disons, ce que nous menons comme activité. C'est pour cela que j'ai dit, aujourd'hui, nous sommes à l'extérieur, parce que les gens ne peuvent pas s'exprimer à l'intérieur. Nous sommes à l'extérieur, nous pouvons dire certaines choses, nous pouvons dénoncer certaines choses, et nous pouvons mener une certaine pression à ces militaires-là qui nous gouvernent aujourd'hui, pour qu'au moins qu'ils sachent que ce qu'ils sont en train de faire, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Ceux qui sont à l'intérieur ne peuvent pas dénoncer, mais nous qui sommes à l'extérieur, nous allons continuer à dénoncer. C'est pour cela que nous avons demandé, c'est-à-dire le retour à l'ordre constitutionnel, mais aussi défendre la liberté des droits et la liberté fondamentale des uns et des autres. Aujourd'hui, on ne peut pas parler. Donc, pour dire que c'est le choix d'un pays, que ce soit en Europe ou en Afrique, importe peu. Parce que ce soit en Europe ici, ils vont dire la même chose, que ce soit en Afrique, ils vont dire la même chose.